Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire assez fascinante et finalement assez peu connue de la guerre froide. On va parler du rôle tout à fait unique et on va le voir vital du corps d'armée français. C'était vraiment un pion essentiel sur l'échiquier européen, mais dans une position, pour le moins paradoxale. Et c'est ça la grande question qui va nous guider. Comment est-ce que la France, qui claque la porte du commandement intégré de l'OTAN en 1966 pour affirmer son indépendance, devient en même temps, presque secrètement, la pièce maîtresse, le pilier sur lequel repose toute la défense de l'Europe centrale? C'est ce paradoxe un peu fou qu'on va essayer de démêler ensemble. Pour bien comprendre, on va suivre un parcours en 4 temps. On commencera par ce fameux paradoxe au sein de l'OTAN, ensuite on plongera dans ce qui était attendu comme l'enfer du champ de bataille, puis on verra le tour de force logistique que tout ça impliquait. Et enfin, on terminera sur les clés qui expliquent une telle préparation. Allez, c'est parti pour le premier acte, ce fameux paradoxe de l'OTAN. C'est là que tout commence, c'est là qu'on trouve toute la complexité, toute l'ambiguïté de la position française en l'Alliance à cette époque. Ce qu'il faut bien voir sur cette chronologie, c'est que le grand coup de théâtre de 1966, le retrait du commandement intégré, n'est pas du tout une rupture. C'est ça qui est contre-intuitif. Juste après, en coulisses, sont signés les accords Ailleret-Lemnitzer. Donc on est loin du divorce. En fait, c'est plutôt une redéfinition très pragmatique et assez secrète du rôle de la France. Une redéfinition qui va marquer la défense de l'Europe pendant des dizaines d'années. Et là, on touche au cœur du sujet, la clé de voûte de tout cet arrangement. C'est une distinction un peu technique, mais elle est essentielle. La différence entre le commandement, l'OPCOM, et le contrôle, l'OPCON. Pour faire simple, la France, et seulement la France, garde le pouvoir de dire on y va ou on n'y va pas. C'est la décision politique, ça reste à Paris. Mais, une fois que le oui est donné, sur le terrain, c'est le commandant de l'OTAN qui a les manettes et qui peut utiliser les forces françaises. C'est un montage assez génial en fait, qui permet de sauver la face politiquement, tout en étant parfaitement efficace militairement. La conséquence de tout ça, elle est énorme. Ça veut dire que la France, qui est officiellement sortie du commandement intégré, devient en réalité la seule, et j'insiste, l'unique force de réserve de l'OTAN pour l'Europe centrale. En gros, si le pacte de Varsovie perçait en Allemagne, il n'y avait que pour colmater la brèche. Sans les Français, le plan de défense allié était un château de cartes. Il n'y avait aucune profondeur stratégique. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre stratégique, passons au deuxième acte. Plongeons-nous dans ce à quoi devait ressembler le champ de bataille. Il faut être clair, on parle d'un véritable enfer. Un environnement où la menace nucléaire, biologique et chimique, le fameux NBC, était partout, tout le temps. Et là, il y a une idée reçue qu'il faut corriger. On pense tout de suite à la bombe atomique, à l'apocalypse nucléaire. Mais sur le terrain, pour les soldats, la menace numéro 1, la plus redoutée, la plus probable, ce n'était pas ça. C'était le gaz. En particulier les gaz neurotoxiques soviétiques. Leur utilisation massive était considérée comme une quasi-certitude si la guerre éclatait. Et ça changeait absolument tout. Cette menace permanente du gaz, ça voulait dire une seule chose. Il fallait combattre enfermé. Tout, absolument tout, que ce soit tirer, communiquer, se déplacer, tout devait se faire depuis l'intérieur d'un blindé, avec des systèmes de pressurisation pour empêcher le gaz de rentrer. C'est un environnement totalement claustrophobe, incroyablement stressant. Et bien sûr, ça rendait très compliqué l'usage de l'infanterie classique, et ça demandait un matériel et un entraînement très, très particuliers. Et au milieu de cet enfer, le corps d'armée avait une responsabilité ultime. C'est lui qui mettait en œuvre le missile nucléaire Pluton. Attention, ce n'était pas juste une grosse roquette tactique, non, c'était ce qu'on appelait l'ultime avertissement. Une seule frappe, massive, pour dire à l'adversaire « arrêtez tout, sinon la prochaine étape, c'est l'apocalypse nucléaire stratégique ». Le corps d'armée se tenait donc, littéralement, au seuil de la fin du monde. Ce qui nous amène tout droit à notre troisième partie, le défi logistique. Parce que c'est bien beau d'avoir une réserve stratégique, mais encore faut-il pouvoir l'amener sur le front à temps. Et là, on parle d'une véritable course contre la montre, d'un défi absolument colossal. Pour se faire une idée de l'ampleur du problème, regardons quelques chiffres. D'abord, les hommes. 60 000. C'est l'équivalent d'une ville comme Cannes ou La Rochelle qu'il fallait déplacer. Ensuite, le matériel. 12 000 véhicules. Une véritable marée de métal, avec des chars, de l'artillerie, des hélicoptères, tout ce qu'il faut pour mener une guerre de haute intensité. Et tout ce monde, tout ce matériel, il fallait le faire bouger sur une distance moyenne de 500 km. C'est un peu comme si on déplaçait une armée entière de Paris jusqu'à Francfort en Allemagne. Et le temps imparti pour réaliser cet exploit ? 72 heures. 3 petits jours. Il fallait que toute cette machine de guerre soit en position et prête au combat en moins de 3 jours. C'est juste vertigineux.
Alors, concrètement, comment ça se passait? C'était un véritable parcours du combattant chronométré. Étape 1, l'alerte. Les unités ont moins de 6 heures pour sortir de leur caserne et se disperser pour ne pas être des cibles faciles. Étape 2, le mouvement vers la frontière, sur des routes préplanifiées au millimètre près. C'est une chorégraphie logistique incroyable. Étape 3, et c'est le point critique, le goulot d'étranglement, le franchissement du Rhin. Il fallait faire passer tout le monde en moins de 48 heures, un moment de vulnérabilité extrême. Et enfin, dernière étape, le regroupement en Allemagne, dans le secret le plus total, avec un silence radio absolu pour ne pas se faire repérer par l'ennemi. Un plan d'une complexité folle. La question, c'est comment est-ce qu'on rend un plan aussi complexe, aussi risqué possible? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans notre dernier acte, les secrets de fabrication, les clés qui ont permis de forger cette force d'élite. La première clé, c'est une innovation qui était vraiment en avance sur son temps. En gros, le général qui commandait les troupes au sol avait aussi un contrôle direct sur ses avions d'appui. La force aérienne tactique, la FATAC, était pilotée directement depuis le PC terrestre. Cette intégration air-sol était assez révolutionnaire et donnait une vitesse de réaction et une puissance de feu absolument redoutables. L'autre secret, c'est simple, l'entraînement. Un entraînement permanent, obsessionnel. Il y avait des exercices pour les états-majors, pour la planification. Il y avait les grandes manœuvres nationales comme Marceau, qui allait toujours jusqu'à tester la procédure de tir nucléaire. Il y avait les exercices avec les alliés, comme Cresty-Deagle, pour être sûr que tout le monde se comprenait. Et puis il y avait la hantise de tous les régiments. Les exercices tramontane, des alertes surprises en pleine nuit, sans prévenir, pour voir si l'unité était vraiment prête à partir en quelques heures. Bref, il n'y avait jamais de répit. Et le résultat de toute cette pression, de tout cet entraînement, il se mesure avec un chiffre. L'objectif était d'avoir 80% de tous les matériels, de tous les systèmes d'armes prêts à fonctionner là tout de suite. Un taux de disponibilité technique de 80%. C'est un chiffre énorme et il était tenu. Pour le dire autrement, ça veut dire que si on sonnait l'alerte, 8 chars sur 10 démarraient et partaient au combat sans le moindre problème. C'est le signe d'une culture de la maintenance et de la préparation qui était vraiment exceptionnelle. Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ, à notre paradoxe. On a une force qui est officiellement en réserve, sur la touche, mais qui en réalité s'entraîne sans arrêt pour être la meilleure, la plus réactive. C'est une force qui, heureusement, n'a jamais eu à combattre, mais dont la simple existence, sa crédibilité, a sans doute contribué à éviter que le pire n'arrive. Et ça laisse une question en suspens. Est-ce que finalement, la vraie nature de la dissuasion, ce n'est pas exactement ça, se préparer sans relâche pour une guerre qu'on espère ne jamais avoir à faire?